Un nouveau rapprochement entre l'Iran et l'Afrique. Le président iranien Ebrahim Raïssi entame ce mardi 11 juin une visite dans 3 pays africains, notamment le Kenya, l'Ouganda et le Zimbabwe. Cette visite a pour objectif de trouver de nouveaux alliés sur la scène internationale. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanani, l'a présenté comme un nouveau point de départ avec les pays africains qui sont, selon lui, sérieusement intéressés par développer leurs relations avec l'Iran, notamment sur les plans économiques et commerciaux. Ce rapprochement est également basé sur les vues politiques communes entre l'Iran et les 3 pays visités. Par ailleurs, le président Raïssi a reçu samedi dernier le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, en affirmant la volonté de son pays à développer les relations avec Alger. En outre, l'Iran s'était engagé en début d'année dans un processus de normalisation de ses relations avec les pays arabes, au premier rang desquels l'Arabie saoudite, après 7 ans de fortes tensions. Alors que les relations restent tendues avec les Occidentaux, l'Iran continue de renforcer ses liens avec la Chine et la Russie dans le cadre d'une stratégie tournée vers l'Est. L'Iran a d'ailleurs rejoint l'Organisation de coopération de Shanghai qui comprend la Chine, la Russie et l'Inde. Le président iranien se rendra donc en Afrique du Sud fin août prochain pour participer au sommet des pays membres du groupe BRICS, dont l'objectif est de mettre fin à la domination du dollar dans les relations économiques internationales. La CEDEAO serait-elle manipulée par l'Occident qui veut à nouveau s'ingérer dans les affaires intérieures du Mali? Une question à plusieurs têtes. Un document de la CEDEAO, issu de la 50e session ordinaire de ce Conseil de médiation et de sécurité au niveau ministériel, tenu à Bissau il y a quelques jours, en dit long. Ce document, conçu à Bissau, est présenté par des observateurs avertis et hommes politiques de scandales qui dévoilent un plan d'ingérence au Mali. Dans le document, il est mentionné que la conférence pourrait instruire la Commission de proposer des options visant à inclure et à intégrer les contingents ouest-africains démobilisés de la MINUSMA, les facilitateurs et les équipements dans le processus de mise en place d'une force cinétique de la CEDEAO contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. La conférence pourrait également instruire la Commission de proposer, dans un délai de 90 jours, des options au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et au Conseil de sécurité des Nations unies, y compris un mandat de l'ONU assorti d'un financement prédéfini, afin de permettre à la CEDEAO de combler le vide sécuritaire créé par le départ de la MINUSMA du Mali. De plus, Omar Alieu Touraï, président de la commission de la CEDEAO, a menacé les gouvernements militaires de ces pays à respecter les délais convenus pour remettre le gouvernement à des dirigeants civils. Dans le cas où le temps imparti pour la transition échoue, des sanctions majeures pourront alors tomber, a-t-il ajouté. Au-delà, il est clairement établi que le Mali n'a pas encore fini avec les tentatives de déstabilisation, les complots et autres actions néfastes orchestrées par l'ennemi avec le concours de plusieurs complices sur le continent. Aujourd'hui, une chose est claire, le peuple malien, à travers ses autorités, a donc décidé de tourner définitivement la page à toute présence militaire étrangère sur son sol malien. Et l'ONU l'a compris, en acceptant de se plier à la décision malienne, celle de retirer ses troupes évoluant sous la bannière de la MINUSMA. Le président de la Confédération africaine de football, Patrick Momsepe, a félicité le Maroc pour ses infrastructures et stades de football de classe mondiale à l'occasion de la tenue vendredi à Rabat de la réunion du comité exécutif de la CAF dans le nouveau siège de la Fédération royale marocaine de football après une visite des lieux. L'excellent siège que nous avons visité aujourd'hui et des stades et même les infrastructures de football de classe mondiale au Maroc sont de bons exemples du succès et des réalisations qui peuvent être accomplies
grâce au partenariat entre nos gouvernements africains et nos associations nationales de football, a indiqué Patrice Momsepe. Lors de sa réunion, le comité exécutif de l'instance faîtière de football africain a également procédé à la nomination des nouveaux membres de la commission des arbitres de la CAF, dont le Marocain Yaya Akwa. Par ailleurs, le comité exécutif a approuvé l'annulation de la deuxième phase préliminaire supplémentaire de la Coupe de la Confédération de la CAF. Cette décision signifie que les 16 clubs vainqueurs du second tour préliminaire se qualifient directement pour la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération de la CAF pour la saison 2023-2024. Un G5 Sahel sans le Mali a maille à être autonome et surtout à avoir le dessus sur le terrorisme qui perdure malgré les efforts. Fort de ce constat, le président mauritanien a plaidé lundi 10 juillet pour le retour du Mali dans l'organisation G5 Sahel, une alliance militaire régionale luttant contre les groupes djihadistes que ce pays a quitté en mai 2022. Dans un discours prononcé à Nouakchott pour l'ouverture des travaux de la 4e session de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel, une plateforme de 27 partenaires bilatéraux et bailleurs créée pour mobiliser l'aide internationale en vue du développement de la région. Le président mauritanien a regretté le retrait de ce pays de l'organisation et de sa force conjointe qui a subitement rompu la continuité géographique de l'espace et a privé les autres pays de l'apport précieux d'un pays frère. Le Mali, faut-il le rappeler, avait décidé de sortir du G5 Sahel en invoquant une perte d'autonomie et une instrumentalisation au sein de cette organisation régionale formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina et le Niger. Les militaires qui assurent le gouvernement depuis 2020 ont donc rompu avec la France et ses alliés pour faire chemin avec la Russie. L'armée française a transféré aux autorités maliennes ses différentes bases au Mali et quitté donc en août 2022 ce pays après pratiquement 10 années d'engagement factice contre les djihadistes. Pour preuve, le terrorisme a prospéré. Largement financé par l'Union européenne, la force conjointe du G5 Sahel représentait donc aux yeux des partenaires internationaux du Sahel une porte de sortie à un moment où le djihadisme se propageait ailleurs, notamment au Burkina Faso, au Niger et surtout au Mali, jusqu'à menacer même le golfe de Guinée, plus au sud. Mais en 5 années, les opérations communes sont donc restées peu nombreuses et la situation au Sahel n'a pas cessé de se dégrader. Longtemps opposé à une entrée de la Suède au sein de l'OTAN, Recep Tayyip Erdogan, pressé par les alliés, est désormais favorable à l'adhésion de Stockholm. Erdogan a-t-il pris la bonne décision? Une question qui suscite des inquiétudes pour l'avenir géopolitique. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a donc donné son accord pour soutenir la Suède ou encore l'adhésion de la Suède du côté de l'OTAN. Un accord qu'il bloquait donc depuis plus d'1 an, ceci à l'issue d'une journée historique. Erdogan, en 72 heures, a donné son accord pour l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN, la libération des commandants de Azovstal, la demande de relancement du dossier d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, l'accord pour l'adhésion de la Suède dans l'OTAN, afin de faciliter l'effondrement de l'Union européenne. Le président Erdogan a déclaré qu'il était donc prêt à approuver la candidature de la Suède à l'OTAN à condition que la Turquie rejoigne l'Union européenne et puisse envoyer massivement ses réfugiés qui encombrent la population turque. Son OK pour l'adhésion de la Suède a été conditionné par 2 points. Premièrement, ouvrir la voie de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et ensuite, Ankara ouvrira la voie à la candidature de la Suède à l'OTAN, comme elle l'a fait avec la Finlande. Un accord ovationné par Joe Biden qui salue
l'accord donné par le président turc à l'adhésion de la Suède à l'OTAN. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a également salué l'accord donné par le président turc. Dans un message publié sur Twitter, Annalena Baerbock a qualifié de bonne nouvelle en provenance de Vilnius l'accord donné par Recep Tayyip Erdogan. La voie pour la ratification par la Turquie de l'adhésion de la Suède à l'OTAN est enfin libre, a-t-elle dit. Du côté de Moscou, la réaction ne s'est pas fait attendre. La Russie aurait déclaré que la Turquie est en train de devenir un pays inamical après une série de décisions provocatrices. La plénière de la CENI réunie vendredi dernier et répond à l'opposition et note qu'il est illogique d'entreprendre un autre audit interne du fichier comme l'exige Martin Fayulu, Matata Ponyo, Moïse Katumbi et Delis Azanga sans une justification solide. La CENI fait savoir que certaines requêtes de l'opposition n'ont aucune pertinence avec le mandat constitutionnel. Au sujet de la publication de la liste des électeurs, la CENI rappelle l'impératif d'observer strictement le cadre légal et réglementaire en vigueur dans l'exercice de ses missions. Car, précise le communiqué, dans l'intérêt de tous, rien ne peut justifier des actes d'affranchissement des prescriptions de la loi électorale. La CENI va donc publier, selon le principe de la loi, sur son site internet, la liste des électeurs, ceci pour permettre aux parties prenantes du processus électoral de procéder à toute opération de contrôle et d'audit. Et à propos de l'audit interne du fichier, la CENI fait donc remarquer que cela ne constitue pas en soi une exigence légale réglementaire dans le contexte de la RDC. L'audit est plutôt une activité calendaire diligentée dont une mission d'audit externe risquerait d'éloigner la CENI des priorités courantes et prochaines qui se focalisent sur les étapes devant conduire à l'organisation effective et dans les délais le scrutin du 20 décembre 2023. La CENI reconnaît par contre légitime des plaintes relatives à une série de cartes d'électeurs dont les écrits sur l'identité disparaissent. Dans son communiqué, la CENI a noté enfin la lenteur généralisée dans la soumission des dossiers de candidature par les candidats indépendants ainsi que les partis de regroupement politique. Il rappelle qu'aucune prolongation ne sera accordée à cause des impératifs calendaires évidents. Une chambre de commerce russo-nigériane devrait être ouverte dans la capitale nigériane en fin de cette année. Annonce faite par le gouvernement russe. Un arrêté approprié a été publié le 10 juillet sur son portail d'information. La Chambre de commerce Nigeria-Russie va consolider le commerce bilatéral entre les deux pays. Pour le Nigeria, la Russie est très importante pour l'Afrique et le Nigeria doit donc se positionner correctement pour bénéficier de cette importance économique capitale. Les autorités du pays font savoir que la formalisation du pacte entre le Nigeria et la Russie était motivée par la nécessité de renforcer les relations entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'énergie, des TIC, de l'agriculture et des infrastructures, entre autres. Le Premier ministre russe a ordonné d'ouvrir une chambre de commerce au Nigeria au cours de l'année 2023. C'est ce qu'indique un arrêté gouvernemental russe. Le ministre russe de l'Industrie et du Commerce, qui est donc en charge d'établir la structure et l'organigramme de la future mission commerciale. Plus tôt en juillet, le représentant commercial de la Fédération de Russie en Éthiopie, Laroslav Tarasiuk, a annoncé l'intention d'ouvrir une mission commerciale au Nigeria avant la fin de l'année. Depuis donc le début de cette année en cours, les chambres de commerce russes ont déjà été ouvertes, notamment en Éthiopie, aux Philippines, au Mexique et au Myanmar. Les travaux de celles situées en Éthiopie ont repris le mois dernier, a du moins précisé Tarasiuk. Les 3 autres sont déjà opérationnels. En rappel, une chambre de commerce est une organisation de propriétaires d'entreprises et d'entrepreneurs qui défendent les intérêts de leur communauté d'affaires locale. Les chambres de commerce donnent alors accès à des ressources précieuses, des remises et des relations qui aident les entreprises à économiser de l'argent et à commercialiser leurs produits.
L'armée soudanaise a marqué son absence lundi au pourparlers de paix à Addis Abeba. Une rencontre du quartet de l'organisation est-africaine IGAD chargée de résoudre la crise au Soudan à laquelle a participé un représentant des forces rivales. Le gouvernement soudanais dénonce ici la partialité du président kenyan William Ruto qui a présidé la réunion de l'IGAD composée du Kenya, de Djibouti, l'Éthiopie et le Soudan du Sud. À cet effet, le gouvernement sud-soudanais n'a pas manqué de manifester son indignation. Notre délégation est bien arrivée à Addis Abeba lundi matin, mais a été informée que la présidence du groupe des 4 n'avait pas été remplacée comme le gouvernement l'avait réclamé, indique le ministère soudanais des Affaires étrangères dans un communiqué. Par ailleurs, le quartet de l'IGAD déplore l'absence regrettable de la délégation des forces armées soudanaises, bien qu'invitée et ayant confirmé sa participation. Le quartet assure néanmoins mobiliser et concentrer les efforts de toutes les parties prenantes à parvenir à faire se rencontrer face à face les chefs des deux parties belligérantes.